Quand un jeune président ose défier toute une région et que chaque fermeture de frontières frappe le marché comme un coup de massue, qui va vaciller le premier? Ibrahim Traoré ne parle pas d'un simple désaccord. Il évoque une guerre économique. Ici, la souveraineté n'est plus une formule creuse. Elle est brandie comme une ligne rouge, gravée dans chaque discours de Ouagadougou. Pour bien comprendre la portée de cette déclaration, il faut imaginer la scène. Ibrahim Traoré, debout devant une foule silencieuse, la tension palpable dans l'air. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme un tournant décisif, où la rhétorique politique a épousé la réalité du terrain. À la frontière, Patrice Talon du Bénin n'est pas cité au hasard. Il incarne le gardien des flux. En un geste, il peut ouvrir ou fermer les vannes, bouleversant le destin du Burkina Faso en une seule décision. Cette image rappelle d'autres moments de l'histoire africaine, comme en 1963, lorsque Kwame Nkrumah du Ghana s'opposait aux embargos commerciaux imposés par ses voisins, ou encore lors de la crise ivoirienne des années 2000, quand la fermeture des frontières a plongé des régions entières dans la précarité. Mais ce discours n'est pas une simple mise en garde. C'est un signal d'alarme pour toute la région. Un avertissement que les règles ont changé et que chaque compromis sur l'indépendance aura désormais un prix exorbitant. Derrière les mots, la tension couve dans chaque marché vidé, chaque camion stoppé, chaque rumeur amplifiée sur les réseaux sociaux. La souveraineté se joue dans la farine, l'essence, le riz. Le pari est palpable, le risque quotidien. Prenons l'exemple d'un marché de quartier à Ouagadougou. Autrefois animé, il est aujourd'hui marqué par des étals clairsemés, des vendeuses inquiètes et des clients qui comptent à chaque pièce. Une marchande de riz raconte. Avant, un sac coûtait l'équivalent de 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, il dépasse les 15 000. Cette inflation soudaine rappelle la crise du pain en Égypte lors du printemps arabe, où la hausse des prix des denrées de base avait enflammé la rue. Est-ce enfin l'aube de la libération africaine, tant attendue? Ou bien le début d'un pari périlleux où chaque faux pas peut isoler, appauvrir, décrédibiliser tout un pays? Car si le Burkina Faso échoue, il en paiera le prix fort. L'isolement, la chute du pouvoir d'achat, la défiance envers les institutions. Mais si le pari est gagné, la CEDEAO devra tout revoir. Ses règles, ses alliances, sa vision de la région. Le bras de fer est lancé. Chaque pression, chaque blocage, chaque discours devient un test pour l'avenir ouest-africain. Qui pliera le premier? Qui imposera sa vision de la souveraineté? Mais derrière les grandes déclarations, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir sur les racines du conflit et les choix qui ont tout fait basculer. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO brandit la menace des sanctions. Mais jamais le face-à-face n'a semblé aussi inévitable, ni la contre-attaque aussi imprévisible. Au centre de la tempête se trouve le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, désormais dans le collimateur de la CEDEAO après sa prise de position intransigeante. Les mesures frappent sans délai. Fermeture totale des frontières, arrêt des échanges, embargo sur presque toutes les marchandises. Ce blocus asphyxie l'économie au quotidien. Dans les marchés, le prix du riz, du pain, du carburant s'envole. Les camions sont immobilisés, les étals se vident et la nervosité s'installe sur les visages. Pour illustrer, souvenons-nous des sanctions contre le Mali en 2022. Alors que la CEDEAO avait fermé toutes ses frontières, les habitants de Bamako avaient vu le prix de l'huile quadrupler en un mois. Les files d'attente devant les stations-service rappelaient celles du Burkina Faso aujourd'hui, où chaque goutte de carburant est précieuse. La crise déborde largement le cercle des diplomates. Sur les réseaux sociaux, la guerre des récits fait rage. Chacun partage, tord, réinvente. Rumeurs virales, accusations croisées, slogans de mobilisation ou appels à la retenue. Les camps se figent. D'un côté, ceux qui crient victoire à la résistance et à la reconquête d'une souveraineté, prêts à tout sacrifier pour tenir bon. De l'autre, ceux qui redoutent l'isolement, l'appauvrissement, et dénoncent la spirale du jusqu'au-boutisme qui menace d'emporter les plus fragiles. Au cœur du tumulte, certains prennent du recul et dénoncent une mise en scène diplomatique où chaque acteur joue pour la galerie. Derrière les postures,
les négociations réelles avancent loin des regards. Pourtant, le discours officiel ne fléchit jamais. La résistance s'érige en dogme, la souveraineté en totem. Le pouvoir burkinabé martèle que céder reviendrait à trahir l'histoire et les sacrifices du pays. Ce discours n'est pas sans rappeler celui de Thomas Sankara, qui dans les années 80 avait déjà martelé la nécessité pour le Burkina Faso de s'émanciper des diktats extérieurs. Sankara avait lancé l'autosuffisance alimentaire, encouragé la transformation locale du coton et défié la dette imposée par les bailleurs de fonds occidentaux. Aujourd'hui, Traoré reprend ce flambeau dans un contexte plus incertain, où chaque décision peut avoir des conséquences immédiates et dramatiques. Mais ce bras de fer va bien au-delà d'un simple conflit local. Chaque épisode réactive les plaies de la période postcoloniale, ravive les mémoires et les frustrations jamais apaisées. Les grandes puissances, notamment la France et la Russie, projettent leurs ombres sur les décisions nationales. Et dans la rue, la lassitude monte. Les populations en ont assez d'être prisonnières de calculs qui les dépassent. Des experts comparent la situation actuelle à celle du Zimbabwe dans les années 2000, lorsque la rupture avec la communauté internationale avait conduit à une hyperinflation record. Mais d'autres soulignent que l'Afrique de l'Ouest, mieux intégrée et plus connectée, pourrait trouver des parades inédites. Oublier ces dynamiques, c'est risquer de passer à côté de ce qui façonne le futur de l'Afrique de l'Ouest. Car derrière chaque sanction, chaque discours, se joient des enjeux concrets. Le panier de la ménagère, la stabilité des familles, la légitimité des institutions et la capacité des peuples à reprendre le contrôle de leur destin. Mais derrière le rideau officiel, d'autres forces s'agitent, prêtes à bouleverser l'équilibre fragile. Comment le Burkina Faso va-t-il naviguer entre l'étau des sanctions et la pression populaire ? Ce n'est plus sur les plateaux télévisés que l'histoire s'écrit, mais dans les marchés surchauffés, au bord des routes poussiéreuses, dans la lassitude silencieuse des files d'attente. La guerre économique a quitté les salons feutrés des diplomates pour s'immiscer dans chaque transaction, sur chaque visage marqué, jusque dans la fatigue des chauffeurs qui patientent des heures entières au poste frontière. Ici, chaque denrée absente, chaque rumeur murmurée, peut devenir arme ou bouclier, selon qui la saisit. Les sanctions de la CEDEAO, telles une main invisible, étranglent lentement le quotidien. Le pain devient un luxe, la patience une épreuve. Pour Traoré et son cercle rapproché, chaque coup porté est un test de résistance. Prouver que l'autonomie ne se négocie pas, que le prix de la souveraineté se paie chaque jour, dans la douleur, mais aussi dans la dignité. La riposte ne tarde pas. Traoré et ses équipes repensent la logistique, ouvrent des corridors secrets, négocient avec de nouveaux alliés, loin des regards. Les routes secondaires se mutent en artères vitales. Les chauffeurs deviennent sentinelles. Chaque convoi est une opération périlleuse. Chaque passage réussit une victoire sur l'étouffement programmé. Prenons un exemple concret. Dans la région de Fadane Gourma, des commerçants s'organisent pour faire passer de la farine via des pistes forestières, évitant ainsi les contrôles officiels. Une solidarité inédite s'installe. Chaque village devient relais, chaque famille héberge des chauffeurs, chaque cargaison cachée est partagée. Sur les marchés, l'adaptation s'impose. Les vendeuses modifient leurs habitudes, les familles improvisent de nouveaux menus, l'approvisionnement défaillant pousse à l'innovation. Face à la pénurie, le troc refait surface, la solidarité prend des accents d'antan. Ce n'est plus seulement l'État qui encaisse, c'est tout un peuple qui apprend à durer, partager, substituer et contourner. Le gouvernement multiplie les mesures, aides ciblées, subventions, promotion des circuits courts, retour aux pratiques communautaires. L'échange direct est encouragé, les dépendances aux importations sont contestées. L'ingéniosité s'infiltre dans chaque quartier. On répare, on recycle, on invente de nouveaux systèmes D. L'urgence forge de nouveaux réflexes, parfois même une fierté inattendue. Ces pratiques rappellent le Zimbabwe des années 2000, où la population, confrontée à la pénurie, avait créé un réseau de trocs sophistiqués permettant d'échanger du sel contre du sucre, du carburant contre des légumes et même des services contre des biens rares. Ici, le Burkina Faso pourrait réinventer ce modèle,
mais avec une connectivité numérique inédite, permettant d'échanger des informations sur les stocks et les besoins via WhatsApp ou Telegram. Mais la guerre se joue sur un autre terrain, celui de l'information. L'État verrouille le discours officiel, surveille les médias, façonne l'image d'une nation résiliente. Pourtant, sur les réseaux sociaux, d'autres récits circulent, attisant doute et espoir. La moindre vidéo d'un camion bloqué ou d'un marché désert fait grimper la tension d'un cran. Des groupes Facebook, baptisés Résistance Burkina ou Mère du marché libre, relayent en temps réel les pénuries, les astuces, les appels à la solidarité. Dans chaque quartier, des ateliers d'entraide voient le jour. Des tutoriels circulent pour fabriquer du savon avec des produits locaux ou cuisiner sans huile importée. Sous cette pression, la société burkinabé se transforme. L'innovation côtoie la fatigue, la frustration frôle la colère. Certains voient naître une nouvelle autonomie collective, une créativité qui échappe au contrôle des institutions. D'autres redoutent l'usure, la montée des colères, la cristallisation de conflits internes qui pourraient déborder. Le danger est là. La pression peut fracturer le tissu social ou bien forger une cohésion inattendue. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, la résilience devient une arme à double tranchant, capable de sauver ou de déborder ceux qui l'ont invoquée. Regardons l'histoire récente. Lors de la crise économique grecque, la création de réseaux d'entraide avait permis à certains quartiers d'Athènes de résister à l'austérité. Mais ailleurs, la crispation avait mené à des émeutes. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Solidarité ou fragmentation. Mais derrière cette résistance, des fissures apparaissent. Jusqu'où la société pourra-t-elle tenir avant que la tension ne devienne insoutenable? Quand une porte se ferme, d'autres s'entr'ouvrent. Et le vrai prix ici n'est pas celui des sanctions, mais celui des chemins inattendus qu'elles obligent à emprunter. Sous la contrainte, le Burkina Faso ne cède pas. Il innove. Des files de camions longent les pistes secondaires, traversent des points oubliés, tracent de nouveaux axes qui redessinent en silence la logistique ouest-africaine. Chaque détour devient une opportunité. Route de campagne monnayée, village périphérique propulsé carrefour, Ouagadougou transforme chaque verrou en nouvel élan. Mais cette résilience a un coût caché. Plus la CEDEAO resserre l'étau, plus la pression s'infiltre chez les voisins, marchés en berne, douanes appauvries, grogne qui gagne même les capitales jusque-là fidèles. Les sanctions, censées isoler le Burkina Faso, déstabilisent l'ensemble, faisant naître des tensions imprévues là où l'on attendait l'ordre. Dans les failles, d'autres acteurs surgissent. Jeunes entreprises, réseaux commerciaux parallèles, partenaires étrangers avides de s'insérer dans ce vide. Le marché est l'immobilisme. Il le contourne, le comble. La géopolitique glisse vers une géoéconomie souple où alliances et rivalités se reconfigurent vite, jusqu'à voir d'anciens adversaires devenir alliés au gré des intérêts les plus pressants. Prenons l'exemple du Nigeria dans les années 90, sous les sanctions de l'ONU. Des réseaux informels de commerce avaient pris la relève, permettant l'importation de riz ou de pétrole par des voies détournées, souvent avec la complicité tacite de certains officiels locaux. La CEDEAO vacille à la croisée des chemins. Faut-il continuer la fermeté, quitte à risquer la fracture régionale, ou adapter ses règles à cette Afrique mouvante, par le dialogue et la souplesse? Le dilemme est d'autant plus aigu que la résilience du Burkina Faso n'est pas un slogan. Elle se construit chaque jour, contrôle après contrôle, dans des chaînes de ravitaillement réinventées et une souveraineté qui se prouve dans la marge arrachée à l'impossible. Peu à peu, le débat régional change d'allure. Les sanctions n'apparaissent plus que comme des armes à double tranchant. Faut-il punir ou apprendre à gérer le risque par la négociation, l'anticipation? La crédibilité de la CEDEAO est sur la sellette, mais aussi l'avenir de l'intégration africaine. Fracture durable, adaptation créative ou retour impossible à un statu quo déjà fissuré? Pour les populations, c'est la vie quotidienne qui se joue. Prix sur les marchés, accès aux biens, solidarité entre voisins. La crise n'est plus abstraite, elle s'incarne dans chaque trajet, chaque panier, chaque décision au poste frontière. Et plus le temps passe, plus la question s'aiguise. La sortie viendra-t-elle d'un vainqueur net ou d'un nouveau pacte pragmatique forgé dans l'épreuve? Mais derrière ces réalignements visibles,
se joue aussi une bataille plus silencieuse, celle de l'imaginaire collectif, de la confiance dans les institutions et du récit que chaque camp tente d'imposer à l'opinion publique. Et si la solution se cachait derrière 3 mots simples, moins de spectacle, plus de système? Pendant que les discours s'enflamment sous les projecteurs, de nouvelles pratiques émergent loin des caméras. Discrètes, elles pourraient bien changer les règles du jeu, loin des communiqués officiels. Dans plusieurs zones frontalières, des médiateurs africains indépendants favorisent une diplomatie de terrain. Ils lancent des patrouilles mixtes, montent des groupes spécialisés pour lutter contre la contrebande et installent des lignes directes entre les états-majors. Résultat, la sécurité progresse sans tomber dans la logique de la sanction collective. Ces mesures mettent la vie concrète au premier plan. Exemptions humanitaires automatiques pour les biens essentiels, révision régulière des accords et participation active de la société civile au suivi. Un filet protecteur se construit, empêchant les populations de devenir de nouvelles victimes des bras de fer politiques. Ces avancées n'occupent pas la une, mais elles allègent l'angoisse quotidienne. Moins de ruptures dans les marchés, moins de queues interminables aux frontières, la peur de l'asphyxie économique recule lentement. Dans l'ombre, le dialogue remplace la logique du verrouillage. Chaque poste de contrôle devient alors plus qu'un simple obstacle. Il est un acte pour la paix. La gestion de la tension se transforme. Il ne s'agit plus de punir, mais d'inventer. Comment amortir les chocs? Comment transformer l'épreuve en opportunité de négociation? Le Burkina Faso en donne l'exemple. Plutôt que de subir l'isolement, le pays innove. Il transforme chaque blocage en occasion de dialogue, invitant ses voisins à chercher ensemble des solutions concrètes. Cette méthode, souple et humaine, inspire désormais la région. La souveraineté ne se limite plus à des discours ou à des drapeaux. Elle s'incarne dans la capacité collective à absorber les crises et à protéger les plus faibles, même sous pression maximale. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une révolution silencieuse. Pour les États comme pour les citoyens, c'est l'espoir enfin d'un système plus juste. Là où la punition collective redevient l'exception, pas la règle. Un pari sur l'intelligence collective et la capacité de l'Afrique de l'Ouest à façonner ses propres lois du jeu. Prenons quelques étapes concrètes pour avancer dans cette direction. Premièrement, mettre en place une plateforme numérique régionale pour le suivi des denrées essentielles et des corridors humanitaires. Cela permettrait de détecter rapidement les pénuries et de cibler les aides. Deuxièmement, instaurer des comités mixtes composés de représentants de la société civile, du secteur privé et des autorités locales, pour surveiller l'application des sanctions et proposer des ajustements en temps réel. Troisièmement, renforcer les réseaux de solidarité transfrontalière, à l'image des tontines ou des coopératives villageoises, pour amortir les chocs et partager les ressources. Quatrièmement, encourager la diversification économique locale. Transformation du coton, valorisation du karité, production de biogaz à partir des déchets agricoles. Autant de pistes qui, sur le long terme, réduiront la dépendance aux importations et renforceront la souveraineté effective. Mais cette transformation tiendra-t-elle face aux prochaines secousses? Les règles sont en train de changer, mais l'équilibre reste fragile. Que faudra-t-il pour que cette nouvelle approche s'impose durablement? Ce n'est pas une crise de plus. Ce que vous voyez, c'est un mode d'emploi pour l'avenir, qui s'écrit sous vos yeux. Regardez cette carte. Chaque frontière, chaque poste, chaque détour raconte désormais plus qu'un simple affrontement entre le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré et la CEDEAO. Ce n'est plus le vieux scénario des sanctions contre la résistance. Ici, c'est la souveraineté régionale qui s'invente, en direct, à ciel ouvert. Oublier ce moment, ce serait croire qu'il ne s'agit que d'une parenthèse de tension parmi d'autres. Mais non. Ce n'est plus une affaire de diplomatie discrète. Il s'agit de votre quotidien, de la stabilité de votre quartier, de la sécurité de demain. À chaque transaction, à chaque camion qui passe ou reste bloqué, à chaque marché qui hésite, c'est votre avenir qui se joue. Ne pas voir cette mue, c'est risquer de défendre des solutions déjà obsolètes. Le danger? Se réveiller trop tard, quand le paysage aura changé sans vous, quand les flux auront inversé leur direction,
et que les alliances se seront redessinées en silence. Ce bras de fer est devenu boussole. Chaque tentative d'isolement révèle une capacité d'adaptation. Chaque pression fait germer l'innovation. La souveraineté n'est plus une forteresse, mais une stratégie mouvante, bricolée jour après jour, dans l'urgence et l'improvisation. Et si la leçon était là? Dans cette faculté à transformer la contrainte en expérimentation, à faire d'un blocus un laboratoire de solutions inédites. Le Burkina Faso ne se contente pas de défendre sa place. Il propose une nouvelle lecture de la carte, où chaque verrou devient une porte, chaque crise une trajectoire. La question n'est plus de savoir qui va plier, mais qui saura inventer les règles avant que la prochaine vague n'emporte l'ancien monde. L'enjeu est immense. Ignorer ce virage, c'est risquer de devenir simple spectateur d'une Afrique qui se réinvente sans vous, de voir vos repères s'effacer derrière de nouvelles frontières. Alors, plutôt que de regarder la carte avec les yeux d'hier, posez-vous la question. Face à ce basculement, qu'allez-vous apprendre, anticiper, transformer dans votre propre vie? Ce n'est pas la fin d'une crise, mais le début d'un nouveau mode d'emploi pour l'Afrique de l'Ouest. Comprendre ce manuel, c'est prendre une longueur d'avance. Car le destin de la sous-région ne se joue plus uniquement dans les palais présidentiels ou lors des sommets internationaux, mais dans chaque acte quotidien, chaque choix de résistance, chaque initiative de solidarité. À vous, spectateurs, acteurs, citoyens, êtes-vous prêts à inventer les